Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Fortress Club. Aujourd'hui, on va parler de Kering. En fait, je fais le point sur cette valeur qui est pour moi une opportunité pour les investisseurs cherchant des belles valeurs de long terme imperméables à l'inflation. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kering, c'est un groupe de luxe mondial qui regroupe un ensemble de marques, qui s'appellent emblématiques, dans la mode, la maroquinerie, la joaillerie et l'horlogerie. C'est principalement Gucci, Saint Laurent et Bottega Veneta, mais vous avez aussi Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni et d'autres marques que je ne vais pas citer aujourd'hui. La répartition du chiffre d'affaires, c'est la suivante. En fait, c'est par marque, 59% du chiffre d'affaires, c'est Gucci, 14% c'est Saint Laurent, 9% c'est Bottega Veneta et 18% c'est les autres maisons, en fait c'est les autres marques du groupe. Par produit, c'est 52% la maroquinerie, 20% les chaussures, 15% le prêt-à-porter, 6% les montres et joailleries et 7% le reste. En termes de zone géographique, j'ai pris les chiffres du dernier semestre, c'était 21% en Europe, 6% au Japon, 42% en Asie-Pacifique, ça c'est la Chine, l'Inde et l'Australie, enfin toute cette zone-là, 6% dans le reste du monde et 25% en Amérique du Nord. Le dernier point important en termes de présentation générale sur Kering, c'est qu'il a pour principal actionnaire la famille Pinault qui détient 41,5% du capital. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'immense majorité des ventes de Kering provient aujourd'hui de la maroquinerie et de la mode, et par ailleurs l'essentiel de l'activité est porté par 3 marques, Gucci, Saint Laurent et Bottega Veneta. Mais retenez surtout Gucci qui réalise près de 60% des ventes du groupe. L'opportunité ici, c'est la relative sous-performance de Kering par rapport à ses concurrents. Sur un an, le titre est en progression de 24%, tandis que LVMH est en hausse de 42%, Hermès en hausse de 58% et Richemont, le Suisse, en hausse de 68%. Pour vous donner un point de contexte, sur les 3 premiers trimestres de l'année 2021, le groupe affiche une croissance de plus 36,6% par rapport à 2020 et de plus 9% par rapport à 2019 qui était une année plus normale. J'ai mis les chiffres au passage dans l'article, n'hésitez pas à le consulter, c'est un peu plus complet que la version orale que je vais vous lire. Donc cette croissance, elle est légèrement moins importante que celle de LVMH par exemple, qui était de plus 11% par rapport à 2019, en raison du ralentissement de la croissance de sa marque phare, Gucci, notamment en Asie et en Europe. Sur les 9 premiers mois de l'année 2021, la marque Gucci, les ventes de Gucci ne sont en hausse que de plus 3,8% par rapport à 2020. C'est clairement en dessous de la performance des autres marques du groupe. Yves Saint Laurent plus 28%, Bottega Veneta un peu à la traîne à plus 9% et les autres maisons plus 26%. Dans les derniers communiqués, on trouve les justifications, et c'est marqué qu'en Europe de l'Ouest et au Japon, encore impacté par l'absence des touristes, l'activité continue de s'améliorer, mais c'est bien l'absence des touristes qui pénalise un petit peu l'activité. Et en Asie-Pacifique, après une forte progression au premier semestre, la région est en croissance tant par rapport à 2020 qu'à 2019, bien qu'impactée par la résurgence de cas de Covid au cours de l'été. On pense ici en fait au confinement de, vous savez, des grandes villes en Chine. Donc dans le même temps, ce que je vous ai dit juste avant, c'est que la marque Yves Saint Laurent et en fait les autres maisons se portent plutôt très bien. Le dernier point qui est important à avoir en tête dans le communiqué, c'est que les ventes en ligne continuent de croître fortement. Dans le communiqué, c'est marqué la bonne croissance des ventes en ligne se poursuit avec une augmentation de 24,3% par rapport au troisième trimestre 2020 et de plus 147,9% par rapport à la même période en 2019. Sur les perspectives, lors de la dernière publication semestrielle, le groupe était confiant sur la reprise. Il disait bien que restant dépendant de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures de restriction associées en fonction des pays et des zones géographiques, le marché du luxe connaît un rebond significatif porté par l'appétence des consommateurs pour ces produits. Et dans la dernière publication du troisième trimestre, le seul élément marquant sur les perspectives était une parole du PDG qui disait que Gucci, avec le lancement de la collection Aria, prépare une fin d'année intense. On avait aussi un peu le même son de cloche chez les concurrents, par exemple chez LVMH, avec des commentaires plutôt positifs sur le marché, qui parlaient, il disait qu'ils étaient confiants dans la poursuite de la croissance actuelle, et Richemont vient par ailleurs de publier des résultats très rassurants pour son dernier trimestre, avec notamment une forte reprise dans la joaillerie. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que malgré un léger ralentissement de la tendance en raison d'une moins bonne performance de Gucci en Asie ces derniers mois, et peut-être dû aussi au changement de collection, la croissance du marché, elle reste forte. Le point également important, c'est que la croissance du e-commerce, elle reste très forte post-confinement. Kering doit publier ses résultats 2021 le 17 février prochain. Alors que les commentaires du PDG étaient plutôt encourageants sur le lancement de la nouvelle collection Gucci et que les résultats de Richemont étaient solides, on est en droit de penser que les résultats du dernier trimestre de Kering ne vont pas être mauvais. Et pour finir, les entreprises du secteur du luxe sont en temps normal peu sensibles à l'inflation, elles arrivent généralement assez bien à répercuter les hausses de coûts à leurs clients.
En réalité, les entreprises de ce secteur ont généralement un bon pricing power. Un autre point qu'il faut avoir en tête sur ce dossier, c'est qu'il y a toujours, on va dire, du M&A dans l'air. En fait, depuis des années, il y a des rumeurs sur un possible rapprochement entre Kering et le groupe suisse Richemont. Cependant, les faits n'ont jamais étayé ces rumeurs pour le moment. Dernièrement, le journal La Tribune a fait état de rumeurs comme quoi Kering préparait une grosse acquisition, peut-être un groupe de luxe italien comme Salvatore Ferragamo ou Prada, qui est coté maintenant à Hong Kong. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais c'est un élément à avoir en tête. Alors que LVMH d'ailleurs s'est récemment offert Tiffany pour 16 milliards de dollars, Kering n'a pas fait de grosses acquisitions depuis plusieurs années, à l'exception d'un fabricant de lunettes danois récemment, Lindberg, mais dont on ne connaît pas le montant de l'acquisition. Pour finir sur ce thème, l'endettement financier de Kering a fortement baissé ces dernières années, et le groupe est presque en situation de trésorerie nette. En fait, il l'est peut-être car on n'a pas les chiffres du dernier trimestre, on n'avait que les chiffres du dernier semestre. Et donc, Kering est donc vraisemblablement en mesure de faire pas mal de croissance externe. Donc ce que je retiendrai sur ce point, c'est qu'un rapprochement avec Richemont serait de toute façon une bonne nouvelle, il y aurait des économies d'échelle mais aussi des effets réseau importants, et des annonces en général de croissance externe seraient également de très bonnes nouvelles, voilà, c'est de la croissance qu'on achète. Alors côté finance, c'est une entreprise qui est bien gérée avec des marges plus élevées que chez LVMH en raison en fait de sa moins grande diversification. LVMH est présent dans plein de segments qui ont des marges un peu moins élevées et Kering est présent uniquement dans la mode et la maroquinerie qui margent très bien. Donc en conséquence, la marge d'EBITDA de Kering, elle est en croissance ces derniers temps et s'approche presque des marges d'Hermès. C'est l'illustration que la reprise dans ce secteur-là est en cours et je vous ai mis le tableau dans l'article. Sur la situation bilancielle, Kering va vraisemblablement passer en situation de trésorerie nette en 2022 si ce n'est pas déjà fait fin 2021, on aura la réponse le 17 février, grâce à ces importants flux de trésorerie libre. Le groupe est donc en très bonne position pour poursuivre sa croissance externe sur les prochaines années. Parlons maintenant de la valorisation. Du fait que l'entreprise est assez bien gérée, avec des marges en hausse et elle est en croissance, elle a une valorisation élevée, comme la plupart des acteurs de ce secteur. Ces hauts niveaux de valorisation semblent justifiés compte tenu de la qualité de ce dossier, ils sont cependant dans la fourchette basse du secteur. Pour illustrer ça, j'ai fait un rapide comparatif du secteur dans mon article, vous avez tous les chiffres ici. Donc Kering, grosso modo, c'est des marges d'exploitation dans le haut de la fourchette du secteur, proche de 28%, mais une croissance en ce moment un petit peu plus faible en 2021 par rapport à 2019. Ça donne un PER 2023 de 21,2 fois les bénéfices et une valeur de l'entreprise sur l'EBITDA à 2023 de 11,4 fois. Chez Hermès, donc là c'est la valeur qui affiche les meilleures marges d'exploitation du secteur, 40%, couplé à une bonne croissance, plus de 30%, et Hermès a logiquement la valorisation la plus élevée du secteur, avec un PER 2023 de 50 fois les bénéfices et une valeur de l'entreprise sur l'EBITDA 2023 de 28 fois. Chez LVMH, qui est le leader diversifié du secteur, les marges d'exploitation sont plus faibles, 26% quand même, ça reste pas mal, on est d'accord, et une croissance un peu moins importante que le secteur, près de plus de 20% versus 2019, ce qui nous donne un PER 2023 de 26,5 fois les bénéfices et une valeur de l'entreprise sur l'EBITDA 2023 de 13 fois. Pour finir, faisons un petit tour par la Suisse et parlons de Richemont, le leader de la joaillerie. Alors le groupe a des marges d'exploitation plus faibles, 20%, mais une croissance importante, plus 38% versus 2019, ce qui donne un PER 2023 de 22,4 fois les bénéfices et une valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA 2023 de 12,2 fois. Faisons maintenant un rapide détour vers les graphiques, et là je vous invite à regarder l'article si vous m'écoutez. À court terme, ce qu'il faut retenir, c'est que le groupe doit franchir une à une presque toutes ses moyennes mobiles, que ce soit la 50, 100 et 200, en gros entre 688 et 696 euros, pour envoyer des signaux d'une reprise à la hausse. La deuxième étape sera de confirmer ce franchissement en relançant la tendance à la hausse des moyennes mobiles. À plus long terme, et en fait dans un format hebdomadaire, le titre reste dans une tendance haussière au-dessus de sa moyenne mobile 200 et 100, mais hésite autour des moyennes mobiles à 50 et 20, donc voilà, globalement ça reste très positif. Au final, quel est mon avis sur Kering? Alors moi je suis globalement très confiant sur le secteur du luxe pour deux raisons. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise et dont les clients n'ont jamais été aussi nombreux. Le deuxième point, c'est que c'est un secteur qui est imperméable à l'inflation. Quand on est capable de débourser 495 euros pour la chaussure que j'ai mis en photo dans l'article, vous comprenez qu'on n'est pas à 20 euros près. Par ailleurs, la croissance des ventes en ligne a connu un véritable coup de fouet pendant cette crise, et cette croissance semble se maintenir à un bon rythme, ce qui devrait améliorer encore plus les marges des entreprises du secteur, et notamment celles qui sont très présentes dans la maroquinerie et la mode, comme par exemple Kering. Bref, je pense que tout investisseur de long terme doit avoir un peu de luxe dans son portefeuille, et dans cette optique, Kering me semble être, avec LVMH, un des acteurs les plus intéressants actuellement.
J'aime LVMH car c'est une entreprise très diversifiée et la mieux gérée du secteur, mais j'apprécie actuellement beaucoup Kering. Kering a une valorisation basse par rapport à ses pairs qui ne semble pas justifiée. Kering est dans la fourchette haute du secteur en termes de marge et sa croissance devrait repartir. Bien que le groupe dépende grandement de Gucci, il a d'autres cordes à son arc. Ce sont d'ailleurs ces autres maisons qui ont tiré la croissance du groupe ces derniers temps. Une reprise de la croissance des ventes chez Gucci serait un catalyseur important pour le titre. Pour finir, Kering a une montagne de cash et une situation bilancielle saine, ce qui laisse présager de la croissance externe sur les prochaines années. En se basant sur les estimations du consensus qui anticipe une croissance modérée sur les prochaines années et en prenant un PER de 25 fois les bénéfices en 2023, je vise les 787 € d'ici 1 à 2 ans, soit une hausse de plus 18% par rapport au cours actuel. J'ajusterai mon objectif après la publication des résultats annuels s'il y a besoin. De ce fait, j'ajoute Kering au portefeuille PEA Bon Père de Famille du Fortress Club. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau point vous aura été utile et si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Par ailleurs, n'hésitez pas à partager l'article car il est en accès libre. Je vous dis à très vite sur le Fortress Club.